juste les enjeux de financement, comme vous voyez ça, vous, Olivier, aujourd'hui, pour Energy Pool et pour la flexibilité aussi. Bah, désolé, je parle toujours du monde d'abord, avant de parler d'Energy Pool, mais pour le monde, on l'a dit tout à l'heure, c'est de multiplier par 10 le rythme d'investissement. Or, ce n'est pas des investissements pour partir en vacances l'été prochain. Ces investissements-là, ils baissent le CO2 et ils rendent le système viable. Et donc, expliquer à la population, enfin, on le voit, hein, celui qui dit la vérité, il n'est pas élu le prochain coup. Hein, c'est vachement simple. Hein. Donc, ceux qui disent des conneries, ils sont élus le prochain coup, mais pas le coup d'après. Donc, c'est compliqué quand même pour les dirigeants. Hein. Donc, aujourd'hui, il n'y a que les dictatures qui arrivent à prendre des décisions. Ce n'est pas ce qu'il faut nous souhaiter. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème économique. Donc, en gros, il y a les pays riches ou matures qui croient qu'ils sont riches, mais qu'ils ne le sont plus et ça ne va pas se passer tout seul. Il y a les pays émergents, alors eux, il y a du pognon, parce que ça construit, et c'est là-bas que ça va se passer. Il y a du pognon, du monde et beaucoup d'énergie. Donc, en gros, le gros de la transformation, il va se passer là. Et puis, il y a les pays en développement, où là, ça serait quand même bien que ça se passe chez eux. Parce que eux, ils ont, de manière légitime, ils ont du monde, ils ont, le tiers de la planète. L'Afrique dispose de 30 watts par personne en continu. Nous, on dispose de 800 watts en continu. Est-ce qu'on va d'abord leur dire, déjà, le CO2, là, vous ne pourriez pas consommer un peu moins? Les mecs, ils ont besoin de consommer plus. Donc, comment les aider à se transformer avec des gens qui, en fait, n'ont pas les moyens pour se transformer? Donc là, d'un point de vue financier, c'est un transfert colossal. C'est une chance pour la France si on veut exporter, mais il faut des politiques de développement qui soutiennent ça. Maintenant, pour financer des entreprises comme nous, ce n'est pas un souci. On autofinance 40%. L'autre 40%, on a une offre toutes les semaines s'il le faut. Donc, ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Merci, Olivier. Peut-être Christelle, sur les enjeux de la filière hydrogène, justement, qui a connu des financements et des plans d'investissement parfois presque grandiloquents. En tout cas, on a annoncé beaucoup de minières ces dernières années. Quelle est la vision aujourd'hui, là, en 2024, sur le financement de la filière et peut-être aussi plus globalement de la transition énergétique? Bah, nous, je dirais qu'on est au milieu du gué et je me porte un tout petit peu en faux, si je puis me permettre, sur les modes, parce que c'est vrai que l'hydrogène, il y a eu une sorte de hype et nous, on ne l'a pas encouragé, je dirais. C'est-à-dire qu'on a toujours dit l'hydrogène, ça fera pas tout, attention. Mais voilà, et on a constaté quand même un fort engouement. L'hydrogène, ça va pas être pour la voiture, ni la mienne ni la vôtre. Ça va, voilà, c'est là où on peut pas électrifier ni arrêter de consommer. Bon, donc c'est quand même une part importante, mais circonscrite. Et du coup, une fois qu'on a dit c'est la mode, c'est vrai qu'il y a une différence entre la maturité d'un équipement à petite échelle et tout d'un coup à la maille industrielle, quand on a beaucoup, beaucoup besoin, il y a peu de retour d'expérience, c'est encore neuf. Et donc en fait, il n'y a pas de on investit beaucoup, on se rend compte que c'est une connerie, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il faut pousser l'effort encore plus loin. Et c'est un peu un pari qui est à faire, de dire ça va marcher, ça va fonctionner, ça va être utile et ça va décarboner. Donc dans la filière hydrogène, on croit très fort que ce pari il est valable et effectivement, comme tout le reste de la transition, il coûte très cher. Donc nous, le point qu'on a, c'est il y a effectivement les dictatures qui vont avec beaucoup plus, disons, de conviction, et une fois qu'elles sont parties, elles mettent beaucoup, beaucoup d'argent. On voit aux États-Unis, qui n'est pas une dictature, qui a un plan le Inflation Reduction Act, qui est très favorable théoriquement encore sur le déploiement de projets hydrogène. Et en Europe, on est en train de peiner à se mettre d'accord sur le cadre par lequel on va pouvoir financer peut-être quelque chose. Bon, ça, c'est les joies de la démocratie européenne, mais ça fait partie aussi de notre souveraine, enfin de ce qui convient de... C'est un modèle, quoi, de société, disons. Donc il n'est pas forcément, on peut déplorer certains fonctionnements, mais bon. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même de l'argent public en Europe qui sort. En France, c'est 9 milliards d'euros sur la filière hydrogène, hein. En 2018, le plan Hulot, c'était déjà bien, c'était 100 millions. Voilà. Là, on est à 9 milliards et c'est à peu près similaire à ce qu'on trouve en Allemagne, c'est un petit peu plus, dans d'autres pays, en Espagne, c'est un tout petit peu moins. Enfin, bon. Mais c'est quand même beaucoup d'argent public et pourtant, c'est loin d'être suffisant. Donc, le point qu'on a, je dirais, aujourd'hui, c'est de se dire, à un moment donné, qui va payer? Comment on crée un marché pour l'hydrogène, les produits à base d'hydrogène décarboné dans les secteurs industriels? Qui va payer? Est-ce que ça va être le consommateur final? Est-ce que ça va être l'industriel? Est-ce que ça va être l'État? Et d'où l'argent va-t-il pouvoir venir?
Et là, nous, ce qu'on essaie de regarder, c'est comment on peut fabriquer des modèles économiques autour desquels il y a de l'argent privé, de l'argent public pour dérisquer ou pour amorcer, et puis derrière de l'argent privé qui va pouvoir se greffer autour de ça. Et là-dessus, peut-être il y a un point, mais je ne vais pas élaborer plus, peut-être que vous en parlerez mieux que moi, c'est comment on mutualise aussi les acteurs publics au niveau des collectivités. Il y a différents niveaux d'argent public et les acteurs des collectivités sur l'énergie, il y a des choses à faire. Et juste un dernier point, puisque vous mentionniez l'électricité à prix négatif, etc. Les premiers acteurs qui ont été mobilisés pour aider la filière hydrogène en France, ce sont des acteurs des collectivités territoriales de petite taille, en fait. Hein. Et typiquement, il y a un exemple que j'aime bien citer, c'était en Vendée, et c'est une des personnes qui a été les plus précurseurs, je dirais, pour nous, qui avait un champ éolien dont les tarifs de rachat arrivaient à échéance. Donc il s'est dit, bah ouais, moi, ça va peut-être pas être rentable pour moi de vendre mon électricité, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête de maintenir mon champ d'éoliennes? Et en fait, il s'est dit, bah si je stocke cette électricité sous forme d'hydrogène, quand l'électricité est à bon prix, je la vends, sinon je la stocke et je l'utilise pour faire autre chose. Voilà, c'était les premiers petits écosystèmes. Alors, il n'y a pas toujours des modèles économiques qui volent. Clairement, on est sur des mailles, quand je dis écosystème territorial, c'est des mailles beaucoup plus importantes qui fonctionnent, mais qui ont cette même logique de mutualisation d'acteurs publics privés. Voilà. C'est ça qu'on recherche. Parfait. Peut-être justement pour passer, Erwan, sur comment on finance des projets citoyens. Assez facilement, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'épargne citoyenne. Les banques adorent financer nos projets parce qu'il y a des citoyens sur les photos. Et les fonds d'investissement divers et variés à impact ou l'épargne salariale viennent nous voir aussi en disant bah, vous faites de l'ESS et en plus vous êtes rentable. Donc ça m'intéresse. On leur dit OK, venez sur la liste d'attente. Donc aujourd'hui, on est plutôt à sélectionner les acteurs qui sont en capacité de porter les valeurs, de s'engager sur le long terme, qui ne vont pas nous réclamer dans 7 ans, bah, rendez-moi tous mes sous. Voilà, on vient leur dire, bah, vous financez comme les citoyens, vous prenez des actions, vous ne mettez pas d'obligations. Voilà, vous êtes en pari passu avec les citoyens. Si ça vous va, well done. Du coup, on a une poche qui se réduit, mais qui est largement suffisante nous, pour nos projets. En fait, mon sujet, moi, il est plutôt de trouver des projets parce qu'on a plus d'argent que de projets de qualité aujourd'hui. Donc, on est plutôt, nous, assez tranquille sur la partie financement des projets. L'aléa fort qu'on a sur le financement, il est plutôt sur la partie sensibilisation. C'est ce que je disais en tout début. C'est-à-dire que personne veut financer la formation des élus, des citoyens sur ces modèles de transformation énergétique parce que même si ça a été il y a 10 ans assez porteur, aujourd'hui, sur les ENR, on préfère faire du gros assez vite avec des gros acteurs. On voit bien qu'il y a un petit peu de frein côté population, mais si on peut éviter d'y dépenser trop d'argent, et quand on voit les rapports de la Creux sur le fait que les bonus pour les projets citoyens, c'est complètement incohérent, il faudrait arrêter. Elle va complètement à l'envers de ce que l'Europe est en train de caler depuis 5 ans maintenant dans les programmes en disant si il faut aider cette filière à se développer là pour accélérer la transition et l'implémenter. Et du coup, en fait, c'est plutôt sur la partie association, sensibilisation, où là, en fait, on a des montants qui stagnent, on a des régions qui se désinvestissent de certaines ENR et du coup aussi des ENR citoyennes. Et notre attention, elle est plutôt là-dessus. Ok, super. Et Jérôme, finalement, oui, pour conclure, comment se portent les milliards pour financer les gaz verts? Comment on finance cette Disons que transformation? je partage complètement le point d'Olivier. Le vrai problème sera le coût de cette transition énergétique et il va falloir à un moment aussi qu'on dise bien clairement aux gens que oui, l'énergie sera chère et va être plus chère qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, comme vous le disiez très bien, nos dirigeants. C'est vrai que celui qui va dire clairement cette phrase a des chances de ne pas être élu le coup d'après. Mais on en est quand même là et ça va être absolument nécessaire que tout le monde l'accepte. Et c'est pour ça, encore une fois, que la diminution des consommations va être importante. Parce que si vous augmentez votre coût de la matière, de l'énergie par 2, si vous arrivez à diviser par 2 votre consommation, globalement, vous arrivez à équilibrer votre facture.
Et ça va être très important. Pourquoi ? Parce que si cette transition n'est pas acceptable par le consommateur, alors rien ne va se passer et on aura le problème qu'on va continuer à émettre du CO2, on n'avancera pas et un jour, on sera devant nos contradictions et on se dira « zut, il est trop tard ». Donc, il faut absolument qu'on trouve des solutions qui soient des solutions économiquement abordables. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de pragmatisme. Et le problème aujourd'hui, alors là, moi, je vais parler des politiques nationales, c'est qu'on a eu beaucoup de visions un peu dogmatiques sur ces questions de transition énergétique. On a eu, nous, gaziers, des années compliquées où on nous a expliqué que de toute façon, tout devait être électrifié puisque seule l'électrification de tous les usages permettrait de sauver le CO2. Oui, alors nous, bien évidemment, ça nous choque un peu parce qu'on ne croit pas du tout à ces modèles dogmatiques. Le pragmatisme, c'est de se dire il y a probablement des choses plus intelligentes à faire. L'année dernière, on a dû se battre toute l'année contre une idée qui était, à un moment, on va interdire les chaudières. Vous en avez peut-être entendu parler ou pas. Nous, ça nous a fait notre année. Interdire les chaudières, ce sont 15 millions de foyers français, c'est-à-dire la moitié des foyers qui se chauffent avec une chaudière. Et là, quelqu'un, quelque part, dans un ministère, s'est dit on va interdire et on va tout passer sur des systèmes électriques. Alors déjà, techniquement, ce n'est pas envisageable. Deuxièmement, ça a un poids considérable pour le consommateur, puisque ces systèmes électriques, il faut les financer. On a bataillé, et puis finalement, l'idée a été abandonnée, tant mieux. Le pragmatisme, c'est vraiment ce que nous, on prône. Pourquoi ? Je vous explique. Le réseau de gaz, il est là. Il existe. La CRE, dans ce rapport qu'elle a fait en 2023, elle a chiffré la nécessité de transformation de ce réseau, parce qu'il faut le transformer, je vous l'ai dit, on inverse les flux, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des installations à mettre en place. La CRE, dans son rapport, dit c'est un peu moins de 10 milliards d'investissements à mettre en œuvre jusqu'en 2050. Pour l'ELEC, on parle de 100 milliards pour le transport, 100 milliards pour la distribution. Moi, je veux bien, mais à un moment, pragmatisme. Qu'est-ce qui va être le plus facilement acceptable, en sachant qu'il est possible de décarboner le gaz ? Tout le monde l'a dit. On peut avoir 100% des usages sur du gaz vert. Adaptons notre réseau. Et peut-être que, oui, il y a des choses qu'il faut électrifier, on en est tous convaincus. Bien évidemment, il y a des usages qu'il faut électrifier et il y a des usages qu'il faut savoir conserver au gaz, un gaz décarboné. Ce pragmatisme, aujourd'hui, il manque dans notre vision et notre analyse de la transition et nous fait partir parfois sur des décisions dogmatiques, excessivement coûteuses, qui remettent en cause l'essence même de la transition, puisqu'à la fin, ça ne se fera pas. Et à chaque fois qu'on a voulu se mettre des exigences trop fortes, on a vu qu'il ne se passait rien. Je vais faire un exemple que vous avez peut-être en tête. On a voulu faire des ZFE excessivement strictes pour réglementer la circulation dans les centres-villes, qui devaient normalement être mises en place en 2023 puis en 2024. Pas une ville en France n'a mis en place ces ZFE parce que les contraintes étaient telles, les exigences étaient trop fortes. Tout le monde avait dit ça ne se fera pas, ce n'est pas réaliste. On s'est convaincu qu'on y arriverait et à la fin, rien ne s'est fait. Et donc en centre-ville, vous avez toujours une air polluée que l'on respire tous les jours. Donc le pragmatisme, il est économique, il est dans la capacité à proposer quelque chose qui soit acceptable. Sinon, nous n'y arriverons pas et rien ne se passera. Voilà, c'est ça qui est important.